Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, 4e trimestre et année 2020. Michel Mouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie, spécialiste du logement et responsable de la publication de l'Observatoire Crédit Logement CSA. L'Observatoire suit depuis plusieurs années déjà la capacité des ménages à acheter un logement ancien. Que sait-on des évolutions intervenues en 2020 ? En 2020, un constat partagé en général, la hausse des prix s'est renforcée, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Bon, alors ça a une conséquence à laquelle tout le monde s'attendait, une dégradation de la capacité des ménages à acheter. Tout le monde s'attendant évidemment à ce qu'il y ait un lien inverse entre la hausse des prix et puis la surface que les uns et les autres peuvent acquérir. C'est plus complexe que cela et l'indicateur de capacité des ménages à acheter de l'Observatoire permet de voir que finalement, on a eu un résultat qui peut être considéré comme surprenant pour beaucoup. Bon, bien sûr, dans 35% des 40 villes de plus de 100 000 habitants que nous suivons, la hausse des prix s'est accompagnée d'une baisse des surfaces. Bon, je vais vous prendre un exemple qui ne surprendra personne. Dans la banlieue parisienne, la première couronne, la demande se déplace, elle cherche éventuellement à acquérir sur des communes qui sont des communes où les prix sont moins élevés. Par exemple à Montreuil, par exemple à Boulogne-Billancourt, par exemple à Argenteuil, où la pression sur les prix a été très forte en 2020. Et bien là, on a effectivement constaté une baisse des surfaces achetées. Sur une ville comme Mulhouse, qui est une des villes où les prix ont monté le plus fortement, la baisse de la surface est encore beaucoup plus marquée. D'accord ? Et on trouve ça aussi sur des villes qui sont des villes comme Angers ou comme Strasbourg, sans aucune surprise, où on a vu une pression de la demande avec un mouvement sur les prix. Bon, maintenant, il y a des villes, 25% des villes de plus de 100 000 habitants, où finalement, la hausse des prix qui a été soutenue très souvent, n'a quasiment pas altéré la capacité d'achat des ménages. La surface n'a pratiquement pas bougé. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Rennes, c'est le cas à Bordeaux. Bon, alors bien sûr, on se dira, mais c'est normal parce que sur Bordeaux, les prix avaient reculé. Mais non, attention, les prix ont commencé à remonter en 2020. Voilà, donc on le voit. Et puis, il y a l'autre surprise où finalement, la hausse des prix sur 40% des villes de plus de 100 000 habitants a accompagné l'augmentation des surfaces achetées. Alors, très souvent parce qu'on a des transferts de clientèle, des arrivées de nouvelles clientèles. Je vous prends deux exemples. Une ville que tout le monde a en tête, Villeurbanne. Une autre ville qui a montré depuis 2 ans que le mouvement était amorcé, Brest. Et puis on a d'autres villes, finalement, qui sont caractérisées par un réajustement, par exemple sur Lyon, hausse des prix, augmentation de surface, parce que nous avons ici des transformations dans les clientèles qui arrivent sur ce marché. L'Observatoire a montré qu'en dépit de conditions de crédit encore excellentes, l'activité du marché des crédits immobiliers aux particuliers a tout de même reculé. Quel est l'impact des évolutions constatées sur les clientèles que l'Observatoire suit particulièrement ? Il est sûr que, en dépit de cette constatation qu'on a pu faire sur l'évolution de la capacité des ménages à acheter, toutes les catégories de ménages n'ont pas été concernées de manière identique. Si on prend le marché du neuf, par exemple, on s'aperçoit que les moins de 3 SMIC, ça on l'a vu déjà, ont vu leur poids dans le marché se réduire
sensiblement. 37% des acheteurs en 2020 appartenaient au moins de 3 SMIC. Ils étaient 40% en 2018. En revanche, de l'autre côté de la chaîne, c'est ce que je tentais de dire, en 2020, 24,3% disposaient d'un revenu supérieur à 5 SMIC. En 2018, il y en avait 21,3%. Donc on voit, nous avons eu cette évolution, mais une autre beaucoup plus surprenante sur le marché du neuf toujours. En 2020, la part des moins de 35 ans est pratiquement stabilisée. Près de 50%, 49,7%, c'est-à-dire presque comme en 2018 et en 2019. Et si on prend le marché de l'ancien où le recul de la part des moins de 3 SMIC a été tout aussi marqué que sur le neuf, eh bien, sur le marché de l'ancien, en 2020, la part des moins de 35 ans s'est accrue. 47% de moins de 35 ans, ils étaient 46% en 2018. Voilà. Donc, on a eu une modification dans la structure des clientèles, dans la nature des clientèles, avec ce constat qui est tout de même remarquable, la part des jeunes s'est accrue. Alors pourquoi la part des jeunes s'est-elle accrue? C'est pas parce que les prix ont baissé, c'est pas parce que les facilités de mobiliser l'apport personnel ont permis à ces ménages de rentrer sur le marché. Non, simplement, ce sont des clientèles qui ont un besoin de logement très important. Ce sont des clientèles vers lesquelles les établissements ont adapté les formules proposées. Ce sont des clientèles qui ont été, dont les demandes de crédit ont été observées avec attention par les établissements. Et donc, on a finalement un marché qui avait en 2020 connu des baisses de taux sur le second semestre, un allongement des durées, une hausse des prix, bien sûr, et puis cette adaptation de l'offre de crédit de la part des établissements pour conserver, pour amplifier la place des clientèles, des emprunteurs les plus jeunes, qui sont finalement les clients de la banque de demain. Peut-on maintenant expliquer l'origine des évolutions constatées sur les clientèles? Bon, il est évident que les clientèles ont toutes eu à subir les conséquences de la crise, ça va de soi. Il est clair aussi que quand on regarde la répartition des emprunteurs par tranche de revenus, il est clair que l'évolution renvoie directement, répond directement au souhait exprimé par le HCSF dans sa recommandation de décembre 2019. Bon, maintenant, est-ce le seul responsable? Ça, je tente de dire, non, c'est clair qu'on a des évolutions qui sont des évolutions qui vont se renforcer en 2021. Les incertitudes économiques, la précarisation d'une partie des clientèles, la montée de la fragilité sur le marché de l'emploi, etc. Tout ça a joué. Et puis, on le retrouve dans l'évolution de la structure du marché. Pour finir, le HCSF a formulé une nouvelle recommandation en décembre 2020. Et au début du mois de janvier 2021, la Banque de France a publié les nouvelles valeurs du seuil d'usure. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Ça nous amène à revenir un peu sur ce que l'Observatoire permet d'éclairer chaque mois, chaque trimestre. Nous avons, on l'a vu, 5% du marché qui correspond à des prêts qui sont des prêts de 10 ans et moins. Pourquoi dire cela? Eh bien, simplement parce que l'augmentation du seuil d'usure qui
est en application depuis le début de l'année, est la plus marquée pour les prêts à moins de 10 ans. Donc on voit bien l'impact qu'on peut en attendre sera important sur ce segment de marché. Mais ce segment de marché, il représente peu de choses, 5%. Donc, au global, sur l'ensemble du marché, c'est pas ça qui va modifier véritablement la dynamique du marché. A contrario, de l'autre côté, les prêts à plus de 20 ans, c'est près de 52% du marché. Mais sur ces prêts-là, le seuil d'usure, finalement, il diminue encore un peu. Donc, finalement, on peut se dire là-dessus que ce ne sont pas ces emprunteurs-là qui vont bénéficier des nouvelles valeurs du seuil d'usure. Voilà, donc ne cherchons pas dans un indicateur la clé de la compréhension de ce que pourraient être les transformations de la conjoncture, de la dynamique du marché en 2021. 2021 va surtout être beaucoup plus affecté par les évolutions macroéconomiques, la montée du chômage, une reprise modérée de la croissance économique, la montée des incertitudes en tout genre, jusqu'à ce que peut-être à la rentrée prochaine, la question de la Covid-19 soit définitivement réglée par la vaccination. Bon, d'ici là, on a certainement beaucoup plus un marché qui va hésiter, qui va d'autant plus hésiter, peut-être, que la recommandation de décembre 2020 du HCSF a certes amélioré certains paramètres, par exemple l'augmentation du seuil d'acceptation pour les dossiers qui dépasseraient le 35% de taux d'effort à l'entrée, soit, mais d'un autre côté, ça signifie aussi que tous les établissements qui se trouvaient au-delà de ce seuil auparavant vont progressivement devoir adapter leur stratégie de distribution. Voilà, donc pour 2021, on a certainement des points positifs, et puis on a ces grandes incertitudes macroéconomiques et sanitaires qui vont persister. Merci Michel Mouillard pour cet éclairage. Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, 4e trimestre et année 2020.